Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone, française et parisienne de Radio Bandera Nera. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios Robert Stockers. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis accompagné pour cette émission qui lui est consacrée à Robert Stockers, de notre camarade PGL. Bonsoir. Alors, nous allons tout d'abord écouter une brève présentation de notre ami Pascal qui va questionner Robert pour que les auditeurs qui ne connaissent pas encore Robert Stockers puissent avoir une idée un peu plus instruite. Auparavant, je vous signale que je serai amené à quitter l'émission à l'heure. Au bout d'une heure, malheureusement, je ne peux pas rester jusqu'au bout. Pascal, tu reprendras la main et termineras en beauté, comme tu sais si bien le faire. No problemo. À toi. Bien Robert, donc bonsoir, merci d'être parmi nous, c'est toujours un grand honneur. Donc vous êtes en fait une figure de la scène métapolitique européenne depuis déjà plusieurs décennies. Donc pourriez-vous vous présenter davantage pour nos plus jeunes auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, tracer un petit peu les grandes lignes de votre itinéraire métapolitique et éditorial aussi quelque part. Ouais, s'il faut commencer par la première fibre métapolitique, celle qui germe dans le cœur d'un adolescent, je suis un gamin de Bruxelles, un peu comme Quick et Flup, que les personnages d'Hergé, mais je ne vais pas m'appesantir sur tout cet aspect anecdotique, mais j'étais à cette époque-là, vers 14-15 ans, nous étions de braves petits latinistes qui avons tenu pendant les 6 années de latin, sans faiblir et sans faillir, et nous avions comme professeur essentiellement un abbé qui a toujours été un mystère pour moi, qui était plus tourné vers la culture gréco-latine, à la façon de Maurras d'ailleurs. C'était un ancien maurassien des années 30 et qui nous a donné la fibre classiciste qui est toujours restée la mienne en quelque sorte. Et gamin de Bruxelles, fils d'immigrants des provinces flamandes qui se sont installés dans la capitale de Bruxelles, j'ai fait mes études évidemment en français, mais contrairement à beaucoup d'autres, j'ai pas renié les racines paysannes ou les racines tiwases. Tiwase est le terme qui est utilisé pour tous les locuteurs de langue germanique sans spécificité nationalitaire, sans tenir compte de l'État national. Et j'ai décidé évidemment d'approfondir cet atout qui était le mien, qui était un bilinguisme dès l'enfance, dès la plus tendre enfance, et de faire des études de langue anglaise et allemande dans les universités qui prodiguaient des cours de philologie germanique, comme on disait à l'époque, puis à l'école de traduction et d'interprétation. Donc je suis sorti en 1980 de cette école, et j'ai immédiatement été absorbé par le mouvement Nouvelle Droite que je connaissais depuis un voyage en Grèce avec Yves Debé, le directeur de RED et aujourd'hui le directeur de l'Assaut. Oui. Et qui nous accompagnait à ce voyage en 73 à Athènes. Et c'est à Athènes qu'on s'est dit, mais tiens, il y a une publicité dans un journal belge pour Nouvelle École. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris connaissance de ce qu'allait devenir la Nouvelle Droite dans les médias, surtout après la campagne de presse du Nouvel Observateur en 79. Donc, nous étions tout à fait plongés là-dedans, mais nous avions d'autres voies aussi. Nous avions le Cercle Evola de Bruxelles qui était tenu par le surréaliste Marc Emmans, qui était en rupture de banc avec Magritte et les autres, et dont je parle dans un entretien récent qui est diffusé à beaucoup plus grande échelle que je ne l'aurais cru. Nous étions branchés aussi sur le petit groupe de Georges Gondinet à l'époque, le Cercle Culture et Liberté. Qui avait donné la revue Totalité, entre autres. Et j'étais branché par mes voyages en Allemagne, qui étaient offerts par le gouvernement allemand pour tous ceux qui étudiaient l'allemand à l'époque. C'est-à-dire j'étais branché sur le groupe Junges Forum à Hambourg, sur les groupes flamands bien évidemment, puisque Junges Forum était au quart flamand, le quart de ses auteurs étaient flamands, les 3/4 étaient allemands ou ukrainiens via Wolfgang Strauss, le grand spécialiste de l'Europe de l'Est à l'époque, le dissident.
Et nous étions branchés aussi sur Criticon à Munich, parce que j'avais été reçu avec une gentillesse incroyable par le baron von Schrenk-Notzing, directeur de Criticon, quand j'étais allé sonner à l'occasion d'un voyage scolaire. C'est la revue plutôt jeune conservatrice. Je crois, c'était je ne dirais pas qu'elle était jeune conservatrice, elle avait le mérite d'offrir une pluralité d'options, de directions, d'orientations à ses auteurs. Et il y avait bien entendu la tendance Mahler, Armin Mahler, déterminer le contenu pour un quart, pour un tiers, ça dépendait. Et Schrenk-Notzing maintenait comme un aristocrate pétri de sagesse. Rappelons aux auditeurs que Armin Mahler fut un ancien secrétaire de Hans Junger et surtout l'auteur du magistral manuel sur la révolution conservatrice allemande. Bon, et sa thèse de doctorat. Oui, tout à fait. Et je rappelle aussi, et surtout il faut lui rendre hommage ici, en tant qu'historien de l'art, la qualification principale de Mahler. Malheureusement, ceux qui dans l'espace francophone n'ont pas accès à ses travaux. Hein. Ou très peu. Il y a très peu de choses. Il y a eu un article de la Nouvelle École, je crois, sur le muralisme mexicain. Si ça, c'était un article, oui. Mais il n'a pas écrit beaucoup sur les arts, en fait, sauf peut-être des petites recensions. Mais enfin, ça, c'est anecdotique. Ouais. Mais la tendance Mahler était celle qui nous permettait de nous brancher, bien entendu, sur le réseau Nouvelle Droite qui se créait à l'époque, qui se mettait en place en France, avec le Figaro Magazine, avec la rubrique des idées que tenait Alain Benoît, et puis alors la revue Éléments qui commençait à prendre de l'ampleur à cette époque-là. D'accord. Donc c'est lui qui permettait de faire en quelque sorte l'interface entre tout ça. Donc comme je l'écrivais, à Bruxelles, nous n'étions pas dans un milieu Nouvelle Droite uniquement fermé sur une seule association, mais nous étions branchés sur toutes sortes d'associations. Je jouais aussi l'interface, évidemment, avec l'Allemagne. Je n'étais pas le seul à parler allemand. Et il y a d'ailleurs un jeune qui s'est présenté à 16 ans, je m'en souviens toujours, et on dit « Qu'est-ce que je peux faire pour le mouvement ?» Et par défi, un de nos amis médecins lui a dit « Eh bien, apprends le russe et l'allemand. » Le gamin l'a fait, et c'est lui qui a traduit bon nombre d'articles russes, d'ailleurs, qui sont parus dans Vouloir après. Alors justement, on parlait de Vouloir, donc dans les extraordinaires personnage. Voilà, dans les années 80, vous avez été durant quelques mois secrétaire de rédaction de Nouvelle École. En 81. Voilà, et ensuite, vous avez lancé d'abord la revue Orientation, à la suite d'un dossier, je crois, géopolitique. Non, la revue Orientation précède mon passage à Nouvelle École, dans la mesure où elle est tout simplement le travail, grosso modo, parce que je l'ai tapé à une vitesse VV', c'est le travail que j'ai remis en juin 80 pour l'examen de relations internationales, parce que les interprètes subissent un examen assez serré en matière de relations internationales et de problèmes géopolitiques, de problèmes internationaux. Et c'est l'examen que j'ai présenté. Voilà, donc en fait, c'était sur les travaux du géopoliticien autrichien de Jordis von Lohausen. Oui, von Lohausen, qui a été traduit plus tard aux éditions de Labyrinthe. Hein, bien donc, sûr. Qui est toujours disponible. Oui. Voilà. Donc, vous aviez fait un dossier, je crois que c'était le premier numéro c'était le numéro 0, disons. Voilà, en quelque sorte. Et ensuite, vous avez fondé l'Héroe, je crois. Donc, après votre séjour parisien. Non, pas tout de suite. Je suis resté. C'est-à-dire, en 82, je devais partir au service militaire. Je ne savais pas quand on allait m'appeler. Donc, en janvier 82, j'avais promis à Philippe Marceau, qui était secrétaire général du GRES à l'époque, qu'un dossier pouvait paraître en un temps record de 1 mois, et qui pouvait être plus ou moins bien ficelé évidemment c'était très artisanal, je m'en souviens, et il y a eu un premier dossier orientation sur Spengler qui est paru en janvier 82. Et ensuite il y en a 3 qui sont parus avant mon service militaire, 3 numéros d'orientation qui sont parus tout à fait indépendamment, mais encore dans le cadre, puisque les conférences, le numéro sur le neutralisme allemand est paru en juin, et a été l'occasion pour moi de prononcer une conférence dans un cercle intérieur pour les cadres du GRES. Mais donc, quelques temps plus tard, vous avez aussi fait paraître d'abord un supplément, qui était un supplément bibliographique, je crois, d'un premier temps, qui est ensuite devenu une revue à part entière, Vouloir. Alors, c'est vrai que je crois, d'un entretien récent, vous qualifiez cette initiative, dont vous allez nous reparler plus en détail, de courrier international un petit peu de la mouvance. Oui, le courrier international n'existait pas. Ça n'existait pas à l'époque, aujourd'hui, avec le recul. Donc, c'est vrai que... Mais je donne l'exemple, je crois que le mouvement identitaire aurait, ou vaste, ou néo-droitiste, ou nommez-le comme vous l'entendez, il y a
il y aurait intérêt à fonder une revue très similaire à celle qu'Alexandre Adler a fait, je dirais, pour l'idéologie dominante. Il y a une quantité d'entretiens. On nous parle aujourd'hui de revues américaines, par exemple, qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas branchées sur l'Amérique officielle. Il y a des phénomènes qui se passent en Suède ou en Finlande. Il y a des phénomènes qui se passent en Europe de l'Est. Il y a des recherches qui se font aussi indépendamment du monde politique. En archéologie, c'est surtout vrai pour la Russie, l'Ukraine et l'ex-URSS. Il y a en Espagne quantité de revues qui se penchent aussi avec un point de vue, je dirais, plus latin, plus méditerranéen, enfin bien que l'Espagne soit à la fois atlantique et méditerranéenne par tradition historique. Il y a là des choses qui se font et qui seraient d'un grand intérêt pour le public francophone. Oui, en tout cas, à l'époque, dans les années 80, je crois que le lieutenant Schtroumpf ne mentira pas, pour les jeunes étudiants que nous étions, votre revue était une mine extraordinaire d'informations et surtout d'ouverture sur des pistes intellectuelles, sur l'Europe centrale. Car il ne faut pas oublier en langue allemande, il n'y avait pas Internet. Voilà, il n'y avait pas Internet à l'époque. On faisait des efforts donc votre revue était véritablement la fenêtre sur l'Europe. Oui, elle l'était parce que un grand bol d'oxygène sur l'Europe centrale et orientale. Oui, mais il y avait l'Italie aussi. Il faut quand même rendre hommage à l'Italie. L'Italie traduisait elle-même dans les revues, une revue comme Diorama Letterario, de Marco Tarchi à l'époque. De Marco Tarchi, mais qui existe toujours, et qui a servi de modèle en quelque sorte, qui était un bulletin bibliographique tout au départ, avant de s'étoffer, de rester un bulletin bibliographique de grand intérêt, mais il y avait DESG Info aussi en Allemagne, je crois, plus ou moins, non DESG Info... Tout ce bulletin bibliographique. Non, mais c'était pas... Il y avait 2 ou 3 livres seulement qui étaient recensés, mais DESG est une mine d'or, de même que certaines pages de Nation Europa, une revue qui paraissait à Cobourg et qui a fusionné avec une autre, le nom m'échappe maintenant, mais ça n'a pas d'importance. C'est au jour le jour l'histoire de tous les mouvements nationaux ou assimilables en Europe depuis les années 50. Il n'y a pas... Quand j'ai fait avec Roland Gaucher, le regretté Roland Gaucher, quand j'ai fait le numéro du Crapouillot sur les nationalistes sont de retour, eh bien, tous les éléments, les dates, les élections, tout ça a été fait sur base de DESG Inform et de Nation Europa. Donc là, nous avions en quelque sorte cette chance inouïe d'avoir évidemment un mouvement allemand, mais qui avait des correspondants à peu près partout. En tout cas, c'est vrai que vous introduisez des thématiques qui n'étaient pas familières, même aux lecteurs d'éléments, aux nouvelles écoles, en tout cas des publications de la nouvelle droite franco-centrée, si je puis dire, sur les thématiques paysannes, sur la révolution conservatrice, sur tous les travaux historiques, archéologiques qui paraissaient un petit peu surtout en Allemagne, donc dans l'espace italophone, et puis à la fin des années 90, des années 80 et début des années 90 en Russie, entre autres, c'est vrai que ça paraissait comme une mine d'informations extraordinaire pour des étudiants curieux qui ont envie un petit peu d'étendre leur connaissance. Cette ouverture sur la Russie a été possible par un slaviste espagnol, un certain Janos, par Wolfgang Strauss, qui avait été prisonnier à Vorkuta, il faut quand même le rappeler. C'est un jeune gars qui a jeté des pierres sur le T-34 soviétique le 17 juin 1953 dans les rues de Berlin, qui s'est fait ramasser et qui a été déporté. Il a appris le russe, l'ukrainien, il s'est lié d'amitié avec des dissidents et il est devenu un éminent spécialiste de toute cette littérature dissidente d'abord, non conformiste ensuite, dans les républiques slaves de l'ex-URSS. Oui, les fameux écrivains ruralistes notamment. Alors il y a évidemment, grâce à Marco Battara, qui était à Synergie européenne, il y avait l'université de Milan était très branchée grâce au professeur Ferrari.
Alors justement, qui publiait des ouvrages d'introduction qui étaient fort bien faits. Alors justement, dans les années 80, vous êtes une des figures de pro-intellectuels de la Nouvelle Droite, à côté d'Alain Benoît, de Guillaume Fay, de Jean Mabire, de Pierre Vial aussi sur un plan plus historique. Au début des années 90, vous rompez avec la Nouvelle Droite. Bon, vous n'avez jamais caché le contentieux personnel qui les oppose à Alain Benoît, mais beaucoup au-delà de ça, pour quelles raisons vous avez de fond, raison idéologique, vous êtes éloigné de la Nouvelle Droite, on pourrait qualifier de canal historique, donc le Grèce en tant que tel. Le canal historique. Avant de fonder, vous allez nous en parler, les synergies européennes. Mais pour résumer, l'ensemble estimait que le travail se faisait trop lentement. J'ai toujours peut-être été un stakhanoviste. C'est à la fois une qualité et un défaut du peuple flamand, c'est de travailler comme des sourds et d'être des workaholics, comme disent les anglo-saxons. Donc il fallait travailler, il fallait que tous les jours quelque chose sorte. J'estimais que le rythme était trop lent, vu l'immensité de la matière qu'il y avait à traiter. Ça, c'est une chose. Donc, quand Jean van der Talen me demande de fonder un petit bulletin qui paraisse plus régulièrement qu'Orientation, qui allait devenir Vouloir, c'est Jean van der Talen qui me le demande en octobre 83. Mais c'est un instrument pour pouvoir travailler plus vite. Et nous allons l'utiliser sans animosité. Donc, dans les années 80, avec la Nouvelle Droite, bien qu'il y ait eu quelques clashs au cours des années 80. De facto, il y avait des complémentarités. Il y avait des complémentarités. Mais c'est surtout Stefano Zutti, essayiste et juriste milanais, qui a dit oui, d'accord, mais à un certain moment, la Nouvelle Droite, ici à Paris, a refusé l'internationalisation du mouvement sous prétexte que à l'étranger, ces mouvements pourraient être branchés sur des choses qui n'auraient peut-être pas pu plaire en France. Malgré des liens personnels d'Alain Benoît, avec des personnes comme Marc Coutard, Armin Mohler et d'autres. Oui. D'autres, mais bon, tout ça peut se laisser discuter à l'infini. Donc, de toute façon, je ne crois pas que fin 92, la direction parisienne souhaitait poursuivre la collaboration. Donc, j'ai réellement envisagé, comme je le dis dans cet entretien accordé à nos amis scandinaves récemment, en langue anglaise, que vous avez sous les yeux là, je disais, ma foi, je me dis, je vais traduire des bouquins, où je vais donner des cours, je vais m'orienter vers autre chose, mais je vais faire un travail substantiel. Mais ce sont nos amis de Provence, certains amis de Provence, qui m'ont dit, mais non, on veut te revoir, comme dans les universités d'été, on va te louer des locaux. Et quand ils m'ont amené un public énorme, que je qualifiais des gens... Thierry Mudry et Christian Pigassier, entre autres. Oui, entre autres. Il y en avait d'autres encore qui étaient Dreyer, il y avait une dizaine, une quinzaine de personnes, disons, réellement actives dans des groupes ou dans des groupuscules. Et... tous des gens éminemment sympathiques. Et alors, forcément, il a fallu créer un cadre. Mais le cadre ne s'est créé en réalité qu'en 94. Avant, on comptait continuer simplement à faire le bulletin Synergie, ne paraît qu'en 94. Donc les synergies... Sanctionnant l'existence même du mouvement qui a un bulletin pour informer ses adhérents. Alors comment se présentait Synergie européenne à l'époque ? Je pense que, autant que je me souvienne, vous disiez que la vision du monde de la Nouvelle Droite devait être connectée davantage sur les réalités politiques, sur les réalités organiques, sur les terreaux organiques de notre Europe. Oui, mais ça, la Nouvelle Droite l'était, mais ce que nous souhaitions, c'est que les gens se rencontrent, comme je le dis aussi dans l'interview en anglais, que les gens fassent, comme nous l'avons d'ailleurs fait, vous et moi, se rencontrent quelque part dans une baraque, autour d'une table, à rigoler, parce que tout ça doit se passer dans une dimension joyeuse et baroque. Enfin, nous ne l'imaginons pas autrement. Mais je crois que c'est ce que les Provençaux... La métapolitique par la joie, en quelque sorte. La métapolitique par la joie, la convivialité. La convivialité. Les promenades que nous avons faites, d'ailleurs, il y a des photos, vous et moi, à voir cet aqueduc, la montagne Sainte-Victoire, le camp des Romains, enfin, toutes ces promenades archéologiques. Voilà, vous faites allusion à la Domus, là, le havre de paix du Grèce en Provence. Oui, mais le Luberon aussi, enfin, toute une série
de sites, etc., plus les autres universités d'été Alors, qui sont si faites autant ailleurs. que je me souvienne, bon, dans ce qui était un peu un think tank avant la lettre Synergie, étaient connectés plusieurs pôles locaux qu'on pouvait trouver dans toute l'Europe du milieu, la Mittel Europa qui vous est chère, vous allez en reparler tout à l'heure, mais aussi En Espagne, en Italie. l'Europe de l'Est, avec les amis russes aussi que vous avez rencontrés un peu plus tard, après un voyage, je Oui, crois, je les vois toujours. à Moscou. Non, le voyage à Moscou, je l'ai fait avec Alain de Benoît. Mais dans le vous avez fait cadre après il y a eu un autre voyage à Moscou avec Gilbert Oui, mais Saint-Cyr, moi, je je crois, n'y ai voilà, pas d'accord, été. c'était le premier. J'ai revu essentiellement Pavel Toulayev, qui dirige la revue Athénéum. Donc, Qui est un collègue, professeur d'espagnol. Oui. connecté à la réalité donc de ces liens qui vous réunissaient, je crois, dans des universités estivales tout au long des années 90, vous sortiez aussi un bulletin, les nouvelles de Synergie européenne. À partir de 94. Et je crois que la forme papier s'est arrêtée au début de la décennie 2000, donc 2002-2003, je crois. Oui, il y a eu à un certain moment 3 revues. Donc il y a eu Au fil de l'épée, c'était plus géopolitique, je crois. qui a été réclamé par Louis Sorel en France pour avoir un bulletin spécifiquement géopolitique et non pas un bulletin mixte. Alliant géopolitique et thèmes archéologiques, traditionnalistes, païens, religieux ou autres. D'accord. C'était son souhait. Donc cette revue et celle-là s'est arrêtée en 2004. Alors assez rapidement, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de l'expérience Synergie européenne? Bien que vous continuez à animer le blog Eurosynergie, ainsi que le blog Vouloir qui numérise l'immense fond documentaire et métapolitique des articles et autres qui ont été publiés dans Vouloir et Nouvelle Synergie européenne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan? Le bilan, je le trace dans cette interview allemande dont vous avez une traduction française sous les yeux. Le bilan, c'est que on s'est bien amusé, ça c'est une chose qui est certaine. Beaucoup de gens se sont connus, puis les plus jeunes sont entrés de plein pied dans la vie. Je pense beaucoup à 2 ou 3 camarades allemands et autrichiens qui ont fondé des familles, etc. Donc la chose s'est un petit peu étiolée. Le papier, comme je l'explique, était devenu beaucoup trop onéreux par les tarifs postaux. Et ça, le système, on n'ôtera pas de l'idée que le système a fait ça délibérément pour couper l'herbe sous le pied d'une opposition qui se cristallisait autour de revues. Ensuite, c'est vrai que les revues, quand on fait le bilan, les abonnés étaient très âgés. J'avais des abonnés je me rappelle d'un abonné qui avait 93 ans, qui me dit « j'ai pas reçu mon numéro ». Puis qui m'a invité chez lui. J'ai été séduit par toute cet ancien militant communiste qui avait eu une biographie absolument extraordinaire. Nous avions des abonnés très intéressants, mais toute cette génération-là est décédée dans les fin des années 90 et forcément dans la première décennie du 21e siècle. Donc ces gens sont décédés en France, en Belgique, ailleurs dans le monde. Donc ça réduisait le nombre d'abonnés, plus les tarifs postaux, qui en Belgique, contrairement à ce qui se passe en France, les tarifs pour l'étranger sont plus chers. Dans le temps, les tarifs en France, je crois, étaient beaucoup moins chers pour l'étranger, parce que c'était promouvoir la culture française, c'était une excellente idée. Nous n'avions pas ce privilège, et ça devenait, je crois que le timbre pour envoyer au Canada, chez nos amis canadiens, québécois, le timbre coûtait 6 fois le prix de la revue. Oui, il y avait aussi, sur le plan purement français, il y avait aussi les animateurs des pôles français qui ont cessé d'être actifs dans ce domaine. Je pense notamment à Gilbert Saint-Cyr ou Laurent Chang, non? Chang a créé le Pôle et Marque, donc c'est un site un site internet qui mérite le détour. Oui, tout à fait. On a recensé ses ouvrages, ses productions récemment. Ses ouvrages, il s'est mis à l'écriture. Le site est bien présenté, enfin c'est très clair. Mais autour de Laurent Chang, le groupe de maîtres est resté actif jusqu'à récemment, où il déplore aussi la disparition de leur ancêtre, de leur mentor, qui était monsieur André Wolf, qui vient de décéder au mois de mai maintenant, et qui était un haut fonctionnaire de
de la Commission européenne et qui était un personnage hautement intéressant. Oui, il y avait le cercle Minerve, je crois. Le cercle Minerve, oui, voilà. maintenant il est orphelin. Nous allons voir ce qu'il en adviendra. Mais je n'ai jamais cessé de faire dans la première décennie, entre 2000 et 2010, je n'ai jamais cessé de faire des conférences à Metz. Donc le pôle est resté actif. D'ailleurs, la revue paraissait, au fil de l'épée, paraissait à Metz. Voilà. Alors, venons-en maintenant d'un deuxième aspect un petit peu qui vous concerne, c'est-à-dire votre pensée en tant que telle et votre sensibilité surtout. Si je puis me permettre, oui, le village tourne. J'avais une question, parce que là on vient de faire un bilan. Est-ce que vous ne pensez pas que ça manque aujourd'hui finalement ? Oui, il manque une revue. Je dis indépendamment. Je parle pas forcément de la revue, je que... parle de cette superstructure. Oui, il manque une superstructure et il manque. Bon, maintenant, il est possible. Il y a une floraison et ça, c'est une nouvelle donne. Il y a une floraison de sites internet ou de blogs, etc., qui sont intéressants. Mais il manque effectivement ce que j'appelle une association baldaquin. J'avais parlé de la notion de baldaquin, qui n'est pas de moi, c'est un juriste autrichien qui veut réanimer une sorte de droit pluriel et impérial, surtout dans la Mitteleuropa, dans l'Europe centrale. C'est lui qui a dit, la structure impériale est une structure baldaquin, mais je crois qu'il est peut-être nécessaire, et ça devient plus nécessaire que jamais, de rencontrer des amis qui viennent de Scandinavie, de faire un petit peu aussi ce que fait Tomislav. Moi j'ai entendu, par exemple, voilà. Et puis j'avais entendu Gabriela Dinolfi appeler de ses voeux à la constitution d'une confédération d'associations, peut-être. Appliquer l'esprit du concept qu'on a déjà détaillé sur ces ondes, l'Empire, au mode structurel et organisationnel, tout simplement. De manière souple, sous le mode du réseau, quelque part. Voilà, dans tout ce que j'entends, on voit des flux qui s'étaient établis, des échanges, cette extraordinaire richesse de oui, mais nous n'avions pas les moyens financiers. C'est toujours le problème, il n'y a pas le nerf de la guerre. Pour faire survivre le brave gars qui voulait mener... J'aurais presque tendance à dire que c'était trop tôt par rapport aux moyens qui sont donnés aujourd'hui. Vous étiez presque en avance, en fait. Quant à l'érection de cette structure au plan européen. C'est vrai que la sphère Internet n'avait pas décollé encore. Aujourd'hui, peut-être... Non, elle a décollé fin des années 90, mais c'était encore timide. Les gens n'avaient pas de blog. J'avais essayé d'en faire un. Je me rappelle qu'à l'époque, dans la nouvelle stratégie européenne, il y avait à la fin de chaque bulletin une multitude de liens qui étaient offerts aux lecteurs. Oui, il y avait ce qu'on appelait... ça se fait. Nous le faisons toujours. C'est-à-dire, nous le faisons. Mais il n'y a aucun francophone qui n'a relevé le défi. Il n'y a qu'un Allemand qui nous envoie, pour combler ce qu'on ne peut pas afficher directement, il fait son Presseschau, donc sa revue de presse. Il n'a fait malheureusement plus que... parce qu'ils étaient deux, et l'un a eu de gros problèmes familiaux, donc il ne l'a plus fait, mais il y en a... Chaque mois, il y a une revue de presse extraordinaire, et les Flamands le font 3 fois par semaine. En 4 langues, donc en français, en néerlandais, en anglais et en allemand. D'accord. Non, mais et les Flamands sont très orientés vers Adinolfi. C'est amusant. Oui, mais ils l'ont reçu, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est parce que j'ai crié combien de fois, vous le lisez ici, dans cet article-là, que notamment les pays, l'Allemagne et la Flandre, qui ont le même système politique que l'Italie, je veux dire, le même type de parti, avaient intérêt à lire la littérature italienne qui critiquait la partitocratie italienne, qui critiquait la corruption, etc. Il y a certes de la littérature en néerlandais, en français pour la Wallonie, et en Allemagne, il y a une littérature, mais elle n'est pas aussi abondante. Et je crois que le modèle italien, là, s'imposait. Et ça, je crois que ces garçons, à Gand et dans d'autres villes, ont enfin compris que pour critiquer le système belge, il fallait faire appel à des munitions italiennes. Et je crois que pour critiquer le système en Moldavie, il faut peut-être des munitions du San Theodoros, pour reprendre... ou de dissidents bordure. Ou de dissidents bordure. En tout cas, voilà, des synergies européennes bien pensées. Alors, il est maintenant l'heure de faire une première pause musicale. Nous allons écouter, pour nous détendre, une chanson extraite, un morceau musical, extrait de l'album Mental Mesure Tech, Songs from No Europa, et la chanson s'intitule
Le morceau s'intitule Turtle Recalled 3. Dry, Third, Three. je sais pas, The Third, 3. C'est pas très visible sur le bloc du CD. Voilà, allez, à tout de suite. Children, be ready.
De retour après cette pause musicale européenne, jouée par Mental Measure Tech, donc Songs from No Europa. Nous reprenons le fil de nos débats et nous allons nous intéresser un petit peu plus avant, maintenant, au développement de la pensée de Robert, de tes en tout cas de prise de position et de sa sensibilité, tout simplement, et d'une sensibilité et des évolutions qu'a subi cette sensibilité. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas, voilà, j'ai pas d'idée, moi, j'ai toujours dit, comme dit Kish, je suis un instituteur, il était instituteur, et comme Maurras, je suis un perroquet. Dans l'esprit des hautes écoles populaires fondées notamment par Grundtvig au Danemark. Donc en fait, c'est vrai que ce qui est vraiment enthousiasmant lorsqu'on vous lit, et bon, les auditeurs savent très bien que les flatteries viles ne sont pas le genre de la maison, mais quand même, on voit une colossale érudition. On voit une pensée qui se développe sur la longue durée historique. On voit de solides assises au niveau de l'histoire des idées politiques, donc de l'histoire que je me disais, la géopolitique, on va y venir, et bien sûr aussi l'histoire littéraire et artistique. Donc on se dit aujourd'hui, si on avait peut-être des gouvernants dignes de ce nom, vous serez sûrement un des conseillers plus ou moins occultes de nos gouvernants, en tout cas, plus ou moins de la grande Europe. Oui, exactement, pourquoi pas après tout. Non, c'est pas mal ça. Oui, je suis à moitié sérieux, même plus qu'à moitié sérieux lorsque je dis ça. Non, mais c'est clair, je le pense, et nous le pensons, je pense tout le monde sincèrement. C'est vrai que vous avez une activité incessante. On voit que je sais que vous avez une bibliothèque aussi qui est digne de ce nom et surtout qu'on voit dans les articles que vous produisez, dans les longues études que vous produisez. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une sensibilité qui vous est propre, qui se développe, qui est venue s'ajouter toute cette constellation que fut ce vaste chantier métapolitique que fut la nouvelle droite et les nouvelles droites au sein de l'Europe. Un premier aspect qui tranche et qui vous caractérise parmi tant d'autres, c'est un recours précoce à la géopolitique. Vous dites dans notre entretien que vous avez toujours été un amoureux des atlas, de la cartographie. Ça date de l'enfance, oui, ça date exactement de 63, donc je devais avoir 7 ou 8 ans. J'ai reçu comme cadeau, c'est vrai que vous m'y faites penser, j'ai reçu le cadeau de cette chère mademoiselle Edmée van der Noot, qui avait été la dernière secrétaire de l'association Belgique-Inde, la chambre commerciale, et elle m'offrait un cadeau chaque année, et elle m'avait offert un petit atlas que j'ai dévoré jusqu'à ce qu'il tombe en petits morceaux, et c'est de là que vient mon amour des cartes, c'est exact. Le premier livre en allemand que j'ai acheté au Puce à Bruxelles, c'était l'atlas d'histoire mondiale qui est paru en français chez Stock, donc la version française est parue chez Stock, et en allemand c'était et c'est toujours en 2 volumes. Donc j'avais trouvé le premier ou le deuxième volume, et là m'est venu cet engouement pour les cartes allemandes particulièrement, qui sont particulièrement bien faites. Et puis il y a surtout celui qui a donné une vision quelques années plus tard. Je ne parviens plus il faudrait que je vois, parfois je mettais la date de l'achat. C'est une manie héritée de Van der Noot, de cette demoiselle Van der Noot aussi d'ailleurs, de mettre la date d'achat du livre, mais ce sont les atlas de Colin McEvedy, et ce sont les atlas qui servent encore et toujours aux collégiens d'élite britanniques. D'ailleurs, et il faut savoir pour nos auditeurs, d'ailleurs moi je ne le possède pas personnellement, mais je le rechercherai bien, qu'ils avaient été édités en français aux éditions Robert Laffont, dans la collection bouquins. En plusieurs petits fascicules. Les atlas de Colin McEvedy, oui. Mais il y a très longtemps, aujourd'hui, ça doit être épuisé. Et il faudrait rechercher ça. Épuisé, plus de 30 ans. Sauf que Colin McEvedy a refait chacun de ces atlas. Il y a des éditions qui sont remises. Moi, je me souviens qu'au début des années 80, étant étudiant, on les voyait. C'est ce que je dis. Et on les voyait. Oui, 30 ans. Je te voyais dubitatif, mais on est en 2011. On vieillit. Et ils étaient dans les écoles hollandaises et flamandes aussi, mais c'est fini. Alors, justement, McEvedy est celui qui... j'ai eu aussi un professeur écossais qui le connaissait. D'accord. Alors justement, Robert, comment intégrez-vous la géopolitique dans notre vision de l'Europe, dans l'analyse des faits? Parce que c'est vrai qu'on est frappé lorsqu'on lit plusieurs de vos articles, lorsque vous réagissez à des événements en cours ou même sur des questions historiques, vous intégrez toujours de très longs développements géopolitiques, centrés, je crois, entre autres, mais pas uniquement ça, autour de la géographie des fleuves, la géographie fluviale de l'Europe, avec un recours à des grandes figures de la géopolitique. Vous avez quand même consacré un numéro spécial d'orientation, puis vous avez été un des premiers qui est dans la sphère francophone, à part
peut-être, bien sûr, à l'époque de la revue Hérodote. Bon, il y avait Hérodote. Oui, Hérodote. Mais dans la mouvance nouvelle droite, vous avez été surtout un des premiers à réintroduire la géopolitique à un moment, à l'époque où ça sentait un peu le soufre. Hein. Non, la dynamique fluviale vient de deux sources chez moi. C'est une réflexion sur le fameux traité de Verdun de 843. Oui. Parce qu'on se dit, c'est aberrant, regardez, il a créé cette Lotharingie qui va de la Hollande jusqu'à l'Adriatique. Ouais, enfin, c'est complètement... oui, alors pour nos auditeurs, les moins... Oui, voilà, 843, c'est la division de l'Empire carolingien en 3 parties. Hein, donc une partie médiane, ce qui donnera la Lotharingie, hein, Lothringen, Lorraine en français, et puis la Francie occidentale qui accouchera beaucoup plus tard du royaume de France, et la Francie orientale qui accouchera d'abord du royaume de Germanie, et ensuite du Saint-Empire romain germanique avec la restauration impériale de 1962. Oui. Et donc alors, enfin, ça c'est important c'est pourquoi pour reprendre ce que disait Robert tout à l'heure, de mauvais atlas font de mauvais citoyens. Hein. Oui, exact. Parce que c'est aussi l'idée de certaines gauches françaises. Mais on est bien d'accord. D'Élysée Reclus, puis comment s'appelait ces manuels d'histoire français là, Isaac et Malais Isaac. Oui. Bah oui, on a tous ça entre les mains. Des paquets d'or. Oui, mais attention, d'accord, mais il y a chaque fois dedans quasiment un mot d'ordre de type géopolitique. Ah, complètement. Qui peut être aberrant, parce que pourquoi? C'est quoi la dynamique de l'Europe je dirais occidentale? C'est la lutte entre la Francie occidentale et la Francie orientale pour la Lotharingie. Et pourquoi pour la Lotharingie? Pas pour des raisons de type ethno-linguistique, comme on pourrait le faire croire dans l'historiographie moderne à partir du 19e siècle, mais c'est la maîtrise des fleuves. Cette Lotharingie, c'est le Rhin, le Rhône et le Pô. La Francie occidentale, c'est la Somme, la Seine, la Loire et la Garonne. Regardez bien sur une carte, c'est le partage des bassins fluviaux. Pourquoi? Parce que l'Empire romain avait été un empire construit sur des routes. Bon, les fleuves avaient une importance aussi, puisqu'ils voulaient la maîtrise du Danube. Ils voulaient la maîtrise du Rhin, du Danube. Ils ont essayé de pousser jusqu'à la Vézère, puis jusqu'à l'Elbe, mais ça n'a pas marché. Mais il y a des routes. Avec l'effondrement de l'Empire romain, la période mérovingienne et celle des rois fainéants, il n'y a plus de communication sûre et valable que par les fleuves. Donc à Verdun, on va partager des bassins fluviaux. D'accord. Et c'est de là que ça vient. Vous développez aussi assez souvent sur le bassin fluvial, qui est une des artères vitales de l'Europe et de l'Europe du milieu, le Danube, bien entendu. Oui, parce que ça, c'est la lutte entre l'Europe occidentale, enfin, entre l'Empire romain d'Occident, ou ce qui lui servira d'héritier, et Byzance. C'est une lutte sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, donc c'est en pleine actualité, c'est la volonté de maîtriser la plus longue portion du Danube possible et de passer au-delà des colonnes de fer, c'est-à-dire des cataractes du Danube, là, à partir du moment où il va se rétrécir entre des falaises énormes et puis sortir de ce goulot avec force, rendant la circulation fluviale impossible. Ça, c'est la dynamique. En Roumanie, principalement. Oui, à la frontière, là. Voilà, oui. En Roumanie, les portes de fer. Portes de fer, tout à fait. Et ce sera aussi la lutte entre les Austro-Hongrois, d'une part, et les Ottomans. Alors justement, Ottoman, il y a aussi une constante qui revient assez souvent dans vos développements qui concernent la géopolitique et l'histoire, c'est la récurrence d'un danger venu de l'Est. Pour l'Europe sur la longue durée, une certaine nostalgie, une certaine nostalgie de ce qui fut une Eurasie totalement indo-européenne, hein, avec ses. Ça c'est Machiavelli. C'est Machiavelli, oui. Pouvez-vous un peu développer pour nos auditeurs? C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas on s'imagine, on se dit, oh, mais il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, c'est très loin. Non, il n'y a pas tant de générations. Si nous avions été des souris, ça se ferait à peine une dizaine ou une quinzaine d'années. Il faut savoir que les peuples indo-européens, les peuples de langue indo-européenne, sortent de leur matrice initiale. Bon, on peut discuter à l'infini pour savoir où ils se trouvaient. Je crois que c'est la théorie de Spengler qui est la plus plausible à la préhistoire. Mais les souches s'entremêlent
elles n'ont pas un territoire bien délimité. Ce territoire deviendra peut-être bien délimité à partir du moment où une ethnie ou une famille dominante, un clan dominant va prendre les rênes du pouvoir, mais ces peuples européens, je ne dirais pas indo-européens, européens, ils viennent quelque part d'Europe, vont se retrouver en Inde en conquérant tout l'Ukraine. Aujourd'hui, on découvre dans l'Oural, même dans le Kazakhstan, etc., des vestiges de leur passage. Dans l'Altaï, et puis même sur les rives de la mer du Japon. Si on prend les travaux d'un disciple du Mésis comme Yoshida, il montre qu'il y a des éléments trifonctionnels dans l'histoire coréenne, et même parfois jusqu'au Japon. Donc c'était toute l'Eurasie septentrionale qui était occupée par des peuples. Il faut savoir qu'elle a reçu une détermination européenne dont le principal élément fut l'Empire perse, évidemment, avec une religiosité zoroastrienne. Vous avez beaucoup fait pour sensibiliser sur l'héritage perse, à travers notamment l'héritage des Perses et Sassanides qui auraient influencé de manière déterminante la chevalerie européenne, en plus des racines germaniques. Oui, ça c'est Dubreuil. C'est Dubreuil, voilà, c'est Paul Dubreuil, c'est le zoroastrisme notamment. Oui, en fait c'est aussi, si on prend Gobineau, on a démonisé Gobineau, vous savez, on a dit qu'il était l'ancêtre de tout ce qui était horrible. Oui, son essai sur l'identité des races, entre autres. Oui, mais là-dedans, deuxièmement, par exemple, les Africains ne s'en sortent pas amoindris, puisque, en fait, pas moins que Léopold Sédar Senghor va se réclamer de cet ouvrage pour théoriser sa négritude. C'est le sens, d'ailleurs, de l'article que Léopold Sédar Senghor a écrit pour Nouvelle École, dans les premiers numéros. On l'oublie très souvent. Ensuite, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur Léopold Sédar Senghor, d'ailleurs, qui sont positives, et très positives même. Ensuite, Gobineau se dit, c'est pas le logos grec, c'est trop intellectuel, c'est la pratique d'organisation d'un empire, et elle est d'abord perse. Il faut savoir que Gobineau est ambassadeur de France auprès du Shah au XIXe siècle. Non, mais c'est sûr que et qu'il va rencontrer des intellectuels ou des sages iraniens dans les rues de Téhéran, qu'il aura de très longues conversations, y compris avec le rabbin de Téhéran, d'ailleurs. Oui, il écrit à Tocqueville, d'ailleurs, je crois que c'est dans une lettre à Tocqueville, qu'il exprime sa gratitude à l'égard de ce vieux sage qu'il a rencontré. Ouais, c'est vrai que quand on le cite l'Empire perse longue durée, dans l'Antiquité, avec notamment la praxis sous le règne de Cyrus le Grand, on voit déjà un petit peu la philosophie de l'Empire tel qu'on le conçoit, même si bien sûr il y avait déjà des altérations de type élamite et puis babylonienne, dans le mode du pouvoir. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un des premiers empires en activité, si je puis dire, par rapport aux conceptions qui sont les nôtres concernant ce concept fondamental. Il y a évidemment là. Vous avez, quand il s'agit de conquérir la steppe, de partir vers l'Afghanistan puis vers l'Inde, là il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où la puissance perse va se heurter aux Hittites ou à ceux qui viennent d'Anatolie, entre l'Empire romain et les Parthes, l'affrontement commence à partir de la conquête de l'Arménie. C'est vrai qu'après... Et là, il y a une maîtrise des voies de communication. Alors c'est vrai qu'à travers le rêve eurasien ou rosibérien, selon qu'on l'appelle, en fait de compte, c'est une volonté de remaîtriser cet immense espace qui s'étend jusqu'au Pacifique. Il a été remaîtrisé par les Cosaques. Oui, mais aujourd'hui il y a des hypothèques qui pèsent sur des espaces, notamment le vide démographique russe face à l'explosion démographique chinoise, d'autre part. Et c'est vrai que, comme je le précisais tout à l'heure, vous avez sans cesse mis l'accent sur les différentes vagues d'invasion qui sont venues de l'Est, en partant des Huns jusqu'aux Mongols, en terminant sur l'Empire ottoman, notamment, qui a aussi constitué un danger permanent, ainsi que l'action des barbaresques en Méditerranée jusqu'au début du XIXe siècle. Donc là aussi, c'est vrai que souvent, vous incitez, puis vous mettez ça en relation avec aujourd'hui les événements qui se déroulent sous nos yeux. Il n'y a pas d'identité européenne, on n'a pas une identité. Avoir une identité, c'est avoir des amis, des camarades de combat. Il n'y a pas d'identité européenne possible sans cet affrontement. Ce n'est pas une mentalité obsidionale, c'est ce qu'on m'a reproché dans le cadre de la nouvelle droite ici. Ce n'est pas nécessairement une mentalité obsidionale, puisqu'on a chaque fois rompu l'encerclement.
mentalité obsidionale, c'est capituler devant le fait qu'on soit assiégé. Or, on a toujours réussi, souvent in extremis, comme à Lépante, puisque vous savez que j'ai fait une étude très longue, elle est parue pour partie dans le magnifique ouvrage de Force et Honneur, mais je compte publier l'intégralité du texte qui est très long, qui est en fait une étude sur l'affrontement entre l'Europe et le fait turc, qui a duré et qui continue à durer. Bon, ben, on voit très bien que Davutoglu, pour revenir de plein pied dans l'actualité, que le gouvernement Erdogan se réclame de ce passé turc. Si nous étions turcs, nous ferions exactement la même chose. Oui, un grand renfort de mythologie cinématographique, de feuilletons télévisés. C'est un retour à l'automatisme. C'est permanent, et ça a des succès. C'est permanent, et c'est très bien du point de vue turc. Mais le problème, c'est que si nous assistons de manière béate à ce spectacle, nous en sommes forcément les victimes, puisque nous n'avons rien à opposer à ce récit historique. Donc il faut un récit historique européen. Ça ne veut pas qu'il soit mobilisateur. Et de ce fait, nous neutraliserions tout simplement, sans coup férir, je dirais, une géopolitique qui ne va pas du tout dans le sens de nos intérêts. Bon, les deux discours d'Erdogan... Qu'est-ce que vous remettriez en avant, par exemple, puisque vous portez cette idée de... pour nous... Qu'est-ce qu'on pourrait porter? Imaginons qu'on voyait qu'un scénario. Voilà. C'est difficile en France. Pour nous, ce l'est beaucoup moins. Parce que, la Belgique, est vrai, c'est une nation où ce sont deux peuples qui sont totalement amnésiques. Alors, la tragédie, l'incapacité de former un gouvernement depuis un an, ça arrange bien des gens, ça arrange bien des choses sur le plan purement pragmatique, mais il n'y a plus de vision historique. Quand on voit la littérature des années, jusque dans les années 50 même, dans les années 50 encore d'excellents ouvrages étaient produits, je pense, à un petit écrivain totalement oublié qui s'appelait Marcel Lobé. Marcel Lobé disait, mais l'identité de l'Europe, c'est justement, elle réside dans ses croisades. Pas parce que ce sont des croisades, mais parce que c'est une mobilisation géopolitique dans des directions bien précises, dans des directions qui ne sont pas qui sont des ouvertures vers les grands océans. L'Europe, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des peuples, ce sont nos peuples qui sont assiégés et coincés le dos à l'Atlantique, qui est res nullius, qui n'appartient à personne à l'époque. Quand on découvre les Amériques, il y a des richesses, et c'est par les richesses de l'Amérique que les invasions ottomanes et les invasions barbaresques ont pu être bloquées. On l'oublie très souvent. C'est au détriment de l'Empire Inca, on peut s'en désoler, bien entendu, mais le trésor des Incas a servi à la prise de Tunis. Donc pour nous, le mythe n'est pas difficile à restaurer. C'est celui qui va de Charles le Téméraire, de Jean sans peur, qui est un croisé contre les Turcs, jusqu'à Charles le Téméraire, que nous appelions Charles le Hardi, jusqu'à Charles Quint, et à toute cette continuité qui va dans cette grande alliance avec l'Espagne et l'Autriche. D'accord. Alors pour rebondir sur le... Mais en France, c'est difficile. Oui, justement, j'y viens, Robert. Pour rebondir un petit peu sur la question de lieutenant Sturm, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas déjà quand on vous lit, ce qui nous marquait sur le faisait à l'époque, c'est que vous êtes véritablement un impérial. Oui. Vous êtes vraiment inscrit dans cette longue durée historique. Je ne suis pas un impérial. C'est vrai que j'ai vécu dans une maison, et ça je ne vais pas refaire l'histoire de mon enfance, c'est pas le moment, mais j'ai vécu dans une maison qui était à l'enseigne de cela, mais de manière tout à fait naturelle, sans crispation. Mais ça, ce n'est pas seulement ça, mais comme tous les... J'en discutais avec Georges Hupin, qui est le président de Terre et Peuple en Wallonie, mais Georges Hupin a 82 ans maintenant. Moi, j'en ai 55, mais nous avons eu les mêmes professeurs. Et nous avons eu aussi, derrière chaque chocolat, chaque barre de chocolat qu'on achetait, on découpait un timbre. Avec ces timbres, on s'achetait des images patriotiques dans la collection Historia. Et cette collection Historia véhicule exactement ce que je vous dis de manière naïve, plate, parfois un petit peu ridicule, mais ça nous a
profondément marqué, et nous sommes tous les deux d'accord, après de 30 ans de différence, enfin, entre lui et moi, que c'est cette imagerie... C'est imaginaire. Oui, cette imagerie pour enfants, suivie évidemment par les cours de professeurs à l'université, qui s'inscrivaient comme le chanoine Schoenbrod, ou bien comme Léon van der Essen, etc., que nous avons tous les deux eu comme professeurs. Et qui s'inscrivait dans cette vision totalement impériale. Alors justement, là, je voulais en venir. C'est vrai que, le lieutenant Stomp parlait de la difficulté de trouver un discours consensuel mobilisateur, pour peu qu'il y ait des volontés de le faire. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, notamment avec le cas particulier de la France, qu'il y a on va dire une crispation plus ou moins décliné sur le monde nostalgique, sur l'État-nation et ce qu'il fut, pour le meilleur et pour le pire, donc en Europe, avec dans la mouvance dite nationale et identitaire, des discours qui, sous la bonne raison de dénoncer le machin bruxellois, tombent véritablement dans une europhobie caractérisée une crispation. Nous sommes les premières victimes de l'Europe de Bruxelles, dans la mesure où il n'y a plus moyen de trouver un appartement, une famille, des deux jeunes qui se marient, veulent avoir des enfants, ne peuvent pas se louer un appartement. Mais que vous inspire aujourd'hui un petit peu ces tendances que l'on voit se développer de plus en plus et qui séduisent dans les moments difficiles que nous vivons, les moments de crise, face au gâchis de l'Europe officielle, de l'Europe eurocratique, que je côtoie tous les jours, puisque je vois l'immeuble tous les jours, je passe devant l'immeuble tous les jours. En fait, cette Europe eurocratique n'a rien fait pour nous sortir de toutes les mélasses dans lesquelles nous avons pataugé depuis une trentaine d'années. Et devons-nous pour autant renoncer à cet idéal? Malgré les promesses. Ça, non. Voilà. Non, mais il faut se rappeler, je rappelle régulièrement dans les entretiens que vous avez lus avant de me faire venir ici, je rappelle en permanence que nous avions tous, c'est l'époque où nous nous sommes connus d'ailleurs, nous étions tous immensément naïf en disant voilà, le rideau de fer est tombé, l'Europe n'est plus hémiplégique. On avait un discours très positif. On tenait un discours absolument positif. J'ai encore un article que je n'oserais pas relire, qu'on avait repris d'ailleurs, que Christiane Pigassé avait d'ailleurs repris pour faire lire à ses étudiants. Dont j'étais à l'époque un des étudiants. Il y a un livre là sur après Gorbatchev, l'Europe se libérera, etc. Et elle avait fait photocopier un article de Vouloir, mais enfin, il n'est rien advenu. La guerre en Yougoslavie a prouvé que l'Europe ne pouvait même pas intervenir ou calmer le jeu dans une perspective d'harmonisation à l'est de l'Europe. On a vu que... C'est la grande déculottée de la Yougoslavie, finalement, pour l'Europe. C'est-à-dire qu'elle a laissé une puissance extérieure à l'espace, comme disait Carl Schmitt, intervenir sur son propre territoire, et qui plus est, seuls les Italiens de la Padania, donc de la Lega Nord, avec Archimede et Bontempi, un monsieur que j'appréciais beaucoup, dont j'appréciais énormément les articles, je les traduisais quand je le pouvais, et ils ont été les seuls à dire, oui mais attention, ils vont nous bloquer l'Adriatique. Oui. Et ils vont bloquer le Danube. Et le Danube est toujours bloqué. Je lisais, je ne sais plus dans quelle statistique, je crois que c'est dans une revue géopolitique ou une revue internationale quelconque, que le trafic sur le Danube est inférieur aujourd'hui à ce qu'il était en 92. Donc tous les efforts que l'Allemagne a fait pour creuser le fameux canal dont on rêve depuis Charlemagne. Charlemagne avait fait juste une petite fosse, la Fossa Carolinga, pour faire passer des radeaux, et après ils l'ont utilisé pour barrer la route aux Hongrois qui ont envahi jusqu'à la Champagne et les Magyars, les Magyars, oui. Donc, mais maintenant un canal à grand gabarit a été creusé pour aller jusqu'à la mer Noire et jusqu'au Caucase pour le pétrole éventuellement. Eh bien, il est toujours bloqué. Donc, je crois que l'intervention américaine dans les Balkans servait deux objectifs: bloquer le Danube, et deux, installer le fameux camp Bondsteel au Kosovo. Pourquoi ? Parce que cette région du Kosovo, de la Macédoine, etc., a été le tremplin pour Alexandre le Grand pour maîtriser ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Moyen-Orient. Alors, pour revenir sur notre plan qui va commencer, oui, mon cher lieutenant. On va peut-être
lancer la seconde pause Exactement, musicale oui, parce que nous arrivons à l'heure d'émission. Exactement, le timing étant ce qu'il est. Alors pour faire plaisir à notre invité, un groupe du plat pays très connu des auditeurs d'avant-garde aimant la musique électronique, je parle là de Front 242, bien entendu, le groupe mythique. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Headhunter. À tout de suite.
Bien, après les rythmes archéofuturistes électroniques de Front de 4-2, un groupe cher au cœur de beaucoup d'entre nous, nous reprenons notre sympathique entretien avec Robert Stuckers, donc altière figure de la nouvelle droite européenne, enfin nouvelle droite en tout cas de la pensée alternative, identitaire, impériale, enfin bon, je prends la responsabilité de ces qualificatifs. Alors justement, pour revenir un petit peu sur votre pensée, votre sensibilité, vous avez été un de ceux qui, avec Alain Benoît entre autres, Giorgio Locchi aussi si je ne m'abuse, a permis de populariser tout l'extraordinaire filon idéologique et de conceptuel que fut la révolution conservatrice, non seulement allemande, mais aussi en tant que phénomène européen, à travers vos publications, vos multiples traductions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la démarche qu'avait initiée en son temps, en fait, qu'avait initié, oui, au pluriel, les diverses révolutions conservatrices qu'on a pu trouver en Europe tout au long du 19e et du 21e, est-ce que cette démarche-là, avec ce qu'elle sous-entendait comme justement volonté de faire coexister des notions qui étaient pensées en opposition jusqu'à maintenant, est toujours d'actualité ? C'est-à-dire la révolution conservatrice, effectivement, telle qu'elle a été recensée par Giorgio Locchi pour la première fois dans Nouvelle École, c'est-à-dire la fameuse thèse d'Armin Mohler sur ce qu'il a appelé les réactions contre la République de Weimar, en fait, contre la défaite allemande, la réaction des anciens soldats revenus du front, des intellectuels mobilisés puis démobilisés. Il a cadré, bien entendu, son mémoire, parce qu'il fallait un cadre temporel. Il l'a cadré de 1918 à 1932, donc entre la défaite du Deuxième Reich de Guillaume II jusqu'à l'avènement d'Hitler au pouvoir en janvier 1933. Donc il a fait dans ce cadre spatio-temporel, sous la houlette d'ailleurs du philosophe Karl Jaspers. On oublie très souvent que c'est Jaspers qui a été le promoteur de ce mémoire. Ensuite, là, il a avoué dans son texte sur Sternel, que Elfrieda Popelier avait traduit pour moi, d'ailleurs, dans un petit bouquin, qui s'appelait La généalogie du fascisme français, et qui était en fait une réaction sur toutes les thèses de Z.F. Sternel. On peut penser évidemment de l'œuvre de Z.F. Sternel qu'elle permet de diaboliser pas mal de franges du socialisme ou même du libéralisme français comme étant des avatars plus ou moins édulcorés d'un fascisme particulièrement pernicieux, soit. Mais Armin Mohler a dit, oui, il a raison, il élargit le cadre temporel et il faut effectivement élargir le cadre temporel. Et spatial aussi. Et spatial peut-être aussi, oui, parce qu'il l'élargit à la France. La France déjà, oui. On peut l'élargir bien entendu à l'Italie, à la Scandinavie, aux Pays-Bas et même à l'Angleterre, à la Russie certainement, avec Dostoïevski, avec toute une série d'écrivains russes de l'époque, de slavophiles ou de néo-slavophiles. Oui. Bardiaï a fait d'autres. Oui, tous ces gens appartiennent plus ou moins à une réaction face aux idéologies des Lumières, aux idéologies dérivées des Lumières, au positivisme du 19e siècle, etc. Donc, Mohler était très satisfait de voir Z.F. Sternel agrandir le cadre spatio-temporel de la révolution conservatrice. Je le pense aussi dans une étude qui vous a peut-être échappé, celle sur l'Autriche, où le terme métapolitique est inventé, chez les socialistes ou les libéraux de gauche autrichiens. Ça, c'est le scoop de la journée. Mais je vous donnerai le texte tout à l'heure. Tout à fait. Qui vont inviter, créer aussi sur base d'une forme de paganisme. Mahler, le compositeur, fera partie de la bande au départ, etc. Mais tout ça va s'incruster dans le socialisme autrichien, mais un socialisme qui n'est pas matérialiste. Donc on peut l'étendre. Socialisme organique. Il est organique sur des terreaux. Il est organique dans la mesure où il se réclame davantage de Wagner et de Schopenhauer, de Nietzsche, que de Marx. Mais toute la social-démocratie avant 1914 se réclame davantage de Marx, de Nietzsche que de Marx. C'est le livre le plus lu dans les bibliothèques populaires de la social-démocratie allemande avant 1914 est le Zarathustra de Nietzsche. C'est extrêmement intéressant. Le capital n'est quasiment jamais... C'est une sorte d'alter-socialisme tout à fait sympathique. Il existe un alter-socialisme qui va, avec la révolution bolchevique, avec la guerre 14-18, va disparaître de nos horizons.
Oui, parce que ce qu'on peut appeler aussi le socialisme allemand plus tard, avec les travaux de Werner Sombart. C'est une tentative. Oui, Werner Sombart qui, voilà. Attention, parce que ça, les marxistes ne l'admettront jamais. Pour eux, il y a vers cette époque-là, dans les 2 premières décennies du XXe siècle, que se passe-t-il? Il y a 2 possibilités. Ou bien on reste adhéré à la social-démocratie, à la 2e internationale, ou bien on passe à la 3e internationale communiste. Et éventuellement, il y a des passerelles entre les deux. Mais on se coupe de tout le reste. Et puis après viendront les trotskistes et puis toutes les autres variantes. Mais tout ce qui est organique est vidé à partir de 1918. Et Sombart est peut-être le seul, et absolument le seul, qui va décrypter le Capital de Marx, et va le remettre en perspective, le remettre dans une perspective historique, et resituer l'histoire du capitalisme qui aura 6 volumes limpides, qui expliquent parfaitement comment se met en place une bourgeoisie. Il y a son maître ouvrage, le bourgeois, entre autres. Le bourgeois, oui. Comment la bourgeoisie va-t-elle, par le luxe notamment, créer des faux besoins sur lesquels elle va s'enrichir. Mais ça, Sombart, c'est un chapitre en soi, mais c'est pour montrer qu'il y a là, effectivement, la guerre 14-18 est une rupture assez dramatique. Et je crois qu'il fallait revenir aussi, il faut revenir à cette période de création artistique, sous l'impulsion de Nietzsche, ou sous l'impulsion de beaucoup d'autres, de création artistique, de forme, de peinture, d'architecture, etc., qui est absolument extraordinaire avec l'art nouveau, puis les débuts de l'impressionnisme et de l'expressionnisme allemand surtout. Et les avant-gardes en général aussi. Et les avant-gardes en général, mais il y a une culture extraordinaire, à la fois d'avant-garde et de volonté de rupture avec un moralisme, avec des conformismes, avec des conventions qui sont devenues beaucoup trop étriquées. C'est peut-être cet élan-là que nous devrions nous réapproprier aujourd'hui. Tout à fait. Sous des formes métamorphosées, bien sûr. Oui. Ça n'a pas été fait. Mais on voit, il ne peut pas y avoir quelque part dans une capitale européenne ou dans une grande ville européenne, il ne peut pas y avoir une exposition sur cette époque-là qui n'attire pas les foules. Il y avait une position sur les futurismes récemment. Il y en a eu une à Bruxelles il y a quelques années qui était extraordinaire, avec des toiles ou des œuvres qui sont absolument... Mais aussi tout ce qui concerne l'art nouveau. À Bruxelles, on vient de restaurer la maison Saint-Cyr. Saint-Cyr était un artiste français qui avait fait construire une maison extraordinaire que j'ai eu le privilège de visiter avant qu'elle ne soit ouverte au public. Tout ça est d'une richesse sans nom. Donc la révolution conservatrice, à mon sens, elle englobe toute cette révolution intellectuelle, métapolitique, sans violence aucune, qui se déroule, je dirais, de 1875 à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a évidemment cette tradition dite herdérienne. Voilà, j'allais y venir, mais bon, vous me devancez un petit peu, oui. Donc, Herder, je l'ai lu au départ, non pas en français ou en allemand. Il y avait chez Aubier-Montaigne à l'époque des éditions bilingues qui étaient excellemment traduites. J'en ai trouvé un exemplaire. Avec d'excellentes introductions. Comment s'appelait-il encore ? C'était un gars qui avait été commandant d'unités françaises tout au début de l'occupation en 45-46 dans le Baden-Württemberg. Non, c'est un très grand germaniste français. Il a fait des introductions magistrales. Il y en avait une à Oxford aussi, d'un certain professeur Barnard, qui nous expliquait très bien comment Herder avait procédé. Donc évidemment, dans le cadre de l'État belge, le mouvement flamand se réclame bien entendu de Herder, mais aussi tous les mouvements slavophiles, que ce soit dans l'ex-Yougoslavie, tant les Croates que les Serbes d'ailleurs, en Macédoine, en Bulgarie, que en Russie. Donc les slavophiles de la première génération, Aksakov, etc., sont des disciples de Herder. Donc on va recourir aux racines les plus fondamentales, aux littératures les plus anciennes, pour voir quels sont les archétypes véritables de toute culture. Donc cette révolution conservatrice, elle commence en fait par une réaction à un classicisme qui est trop étriqué. C'est un classicisme qui est coupé probablement de ses racines grecques, ou qui a pour racine grecque une vision de la Grèce qui est construite ad usum Delphini,
C'est-à-dire qu'on a épuré les textes à l'usage du dauphin pour que le dauphin ne découvre pas le caractère assez, je dirais, assez cru et assez vert quelquefois des textes classiques grecs et latins. Donc on a construit une fausse idée de classicisme qui va s'assécher. Et il faut une réponse. Elle commence en Angleterre, elle commence en Allemagne avec Herder, qui voyage à travers l'Europe, qui va jusqu'à Nantes, par exemple, et qui commence par des récits de voyage. Oui, en fait, on s'aperçoit, lorsqu'on lit vos nombreux écrits, que vous faites sans cesse la promotion des pensées, des leviers enracinés, organiques, par rapport aux pensées mécanicistes. Et c'est une constante un petit peu. Plus ou moins, en se concertant très rarement et trop rarement, on le regrette maintenant, avec Jean Mabir, qui partait du même principe. Totalement, c'est un des rares représentants de cette quand vous voyez vision charnelle un petit peu de l'identité. Les chroniques littéraires qu'il tenait dans National Hebdo, qui sont reprises dans les volumes Que lire, vous voyez très bien qu'il va redécouvrir des écrivains français du terroir qui avaient été complètement évacués au profit de quelques vedettes de l'idéologie dominante qui tenaient un discours plus idéologique que charnel. Et là, il y a effectivement une révolution conservatrice qui devrait être amorcée. Il faut relire les Que lire de Mabir et en tirer, je crois que c'est un petit peu ce que fait cette revue littéraire qui vient de sortir avec un logo viking, là, comme en ligne... Oui, c'est la revue de Pierre Banyuls. Pierre Banyuls, que nous avons recensé à l'antenne, là, justement, la revue de Pierre travaille Banyuls. Avec l'association des amis de Jean Mabir. Justement, également. Et je crois que là, Banyuls ouvre véritablement une piste qui manquait. Et qui va dans ce sens, et qui va d'autant mieux dans ce sens que rien ne peut agresser le citoyen moyen qui cherche une bonne littérature, tout au contraire. Ce que je perçois aussi en France, c'est quand je vais dans des provinces très reculées, que je me promène et que je m'arrête, que je fais mes emplettes, les rayons des supermarchés croulent sous une littérature paysanne et enracinée dérivée de Giono, par exemple. Et ça, ce sont des signes. On voit très bien que la littérature officielle, celle qui essaye d'imposer des directives idéologiques, ne fascine pas le grand public. Il est sûr qu'il y a un énorme travail qui est à faire pour donner du sens au service d'un projet et d'une vision de monde concrète. En prenant ce levier, effectivement, il y a un besoin, une sorte de désarroi, un besoin qui est mal formulé, de racines, de retour à une certaine authenticité. Mais au pire, ça reste un peu dans l'ignorance d'une certaine impoliticité. Oui, ça reste dans le vernaculaire. Voilà, ou alors c'est récupéré, c'est folklorisé par le système, comme le déplorait déjà en son temps Saint-Loup. Alors pour venir sur un autre point, sur lequel vous avez pas mal écrit, je veux savoir la question de l'islam, qui est une question sensible aujourd'hui dans toutes les mouvances nationalistes et identitaires. C'est vrai que grosso modo, on assiste un petit peu des fois à deux camps qui ont des positions assez tranchées. D'une part, une islamophobie qui parfois en va jusqu'à se compromettre avec des éléments sionistes, les tentations de beaucoup de partis populistes en Europe, et d'autre part, un positionnement résolument antisioniste, mais qui confine des fois à une certaine complaisance ou méconnaissance ou mélange des deux, des véritables réalités qu'on peut relier à l'islam en tant que phénomène religieux et historique. Quelle est un petit peu votre position par rapport à cette bipolarisation, en quelque sorte? La première chose que je dirais, c'est que la question israélo-palestinienne ou arabo-palestinienne ou arabo-israélienne, etc., est une question qui a justement généré des polarisations souvent très antagonistes l'une par rapport à l'autre, et il faut le déplorer à l'intérieur même de tout le mouvement. Des positions kéfié ou kippa, kéfié ou kippa, ça a été le slogan qui l'a parfaitement résumé, mais cela ne procède pas d'une analyse véritable de ce qui s'est passé. C'est ce à quoi je me suis employé, mais peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est avec nos amis suisses, où je me suis rendu régulièrement, mais j'ai refait
les conférences sur la genèse du nationalisme palestinien, sur la genèse du sionisme, mais aussi sur la révolution iranienne et sur l'histoire de l'Iran, sur le fondamentalisme islamique, eh bien, il faut savoir tout de même que et le sionisme et le fondamentalisme islamiste actuel sont tout de même des créations, d'abord des Britanniques, ensuite des Américains, et plus particulièrement des réseaux de Kissinger et de Brzezinski. Donc là, nous sommes en train de créer une polarisation qui nous mène dans une voie de garage, dans une impasse, au plus grand profit de la puissance qui tient le globe tout entier sous sa tutelle à l'heure actuelle, la Chine exceptée peut-être, ou la Russie de Poutine exceptée aussi. Mais le sionisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il n'y a aucun rabbin avant 1839-1842 vers cette période-là qui ne théorise quelque chose qui ressemble au sionisme. Il est théorisé pour la première fois dans une revue anglaise qui tire les leçons de 1. Le prince Charles de Ligne pendant la guerre entre l'Autriche et la Russie d'une part, l'Empire ottoman de l'autre, de Napoléon qui, lorsqu'il débarque en Égypte, et des Britanniques qui vont se dire, ben oui, c'est une bonne idée, créons un foyer, et je dis bien pas un foyer, pas un État, un foyer juif, pour quoi faire ? Ben, pour séparer les deux morceaux de l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Égypte qui se développe, mais où on a l'intention de creuser le canal de Suez, et l'Empire ottoman qui risque de le dominer de haut, le canal de Suez. Donc on va créer là-bas un foyer juif, ce qui permettra de créer un bloc neutre entre les deux parties antagonistes, puisqu'il y a une guerre entre l'Égypte... il y a à l'époque une guerre entre l'Égypte de Mehmet Ali, une guerre qui va durer très longtemps, et le reste de l'Empire ottoman. Ça, c'est pour la naissance du sionisme. Il faut savoir aussi que on ne permet pas à l'État d'Israël aujourd'hui de dépasser les limites, peu ou prou, même pas les limites, de ce qui lui avait été assigné en 1947 par une résolution de l'ONU. Ça, c'est une chose. Et effectivement, Israël sert de bloc ou de verrou entre le nord, entre un nord syrien et anatolien et un sud égyptien. En tout cas, il est clair que ceux qui suivent par exemple la pensée de Brzezinski font barrage à ça, quoi. Oui, et ensuite, pour le fondamentalisme islamiste, eh bien, il est créé de toutes pièces, y compris en Iran. Le livre fondamental qu'il faut lire et relire, même s'il y a malheureusement quelques coquilles et quelques inversions dans le livre, ça il faut le déplorer, c'est celui de Ushank Nahvandi, qui fut ministre de l'éducation nationale du Shah d'Iran. À l'âge d'homme, je crois. Et qui est paru chez l'âge d'homme, un excellent ouvrage d'ailleurs, un ouvrage très éclairant, et il montre très bien le rôle des services américains qui, en poussant Khomeini à la tête de l'Iran, se disaient il ne va pas moderniser le pays par la rente pétrolière, dans ce cas, il n'y a pas... Son outil militaire, il y avait aussi le développement du nucléaire civil. Ah oui, qui est exactement les reproches que l'on formule contre Ahmadinejad aujourd'hui sont exactement les reproches en fait qui ont été dirigés contre le Shah à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Il faut quand même savoir qu'il y a derrière tout ça un modus operandi qui vient de Washington et pas d'ailleurs. Donc ceux qui se disputent en disant mais moi je suis pro-sioniste parce que je suis islamophobe, ou bien moi je suis islamophile parce que je suis anti-sioniste, c'est-à-dire que je prends, je parie non pas pour une équipe de football, mais pour le golem numéro 1 ou pour le golem numéro 2, fabriqué à Londres ou à Washington. Voilà, comme souvent les choses sont beaucoup plus complexes et en fin de compte il faut essayer de prendre les choses sont plus complexes. Je n'ai pas cherché très loin.
pour trouver une documentation qui a pignon Donc sur quand je dis rue, complexe, c'est par rapport à des positionnements tranchés. Prenez le que sais-je, il suffit de prendre le que sais-je sur l'histoire du sionisme. En tout cas, c'est vrai qu'actuellement, on s'aperçoit que peut-être dans le sillage de la dite mort définitive, entre guillemets, de Ben Laden, il y a peut-être une volonté pour les Américains de récupérer des éléments wahhabites qu'ils avaient déjà utilisés dans les années 90. Oui, on le voit aussi, et surtout, de miser sur un islam fondamentaliste systémo-compatible, si je puis dire. Que ce soit les frères musulmans en Égypte, que ce soit des éléments du Conseil national de transition en Libye, que ce soit bien sûr l'AKP en Turquie. Je voyais là dans Zur Zeit, donc l'hebdomadaire autrichien, l'hebdomadaire viennois, où notre ami Bernhard Tomaschitz, qui est extrêmement actif, et disait, voilà, deux choses. Un, les raïs arabes, que ce soit Ben Ali en Tunisie, que ce soit Moubarak en Égypte ou Assad en Syrie, formaient quelque part un bloc qui permettait la persistance d'une forme d'État national hérité du nasserisme, du bassisme, du mouvement de Bourguiba, etc. Des nationalismes arabes en général. Des nationalismes arabes qui voulaient faire des nations arabes, des nations alignées plus ou moins sur les mêmes principes pragmatiques que les nations européennes ou que les États-nations partout dans le monde. Il y avait tout de même un bloc qu'on ne pouvait pas manipuler. Donc on veut faire revenir les pays arabes et ça c'est surtout vrai pour la Syrie et pour la Libye, à des structures claniques qui sont beaucoup plus mouvantes et beaucoup plus manipulables pour qui veut s'emparer des richesses minières et matérielles du pays. Voilà, sachant que le mythe d'un califat mondial est en fait de compte un mythe, une utopie quelque part. Quand on connaît les fragmentations historiques et ethniques du monde musulman, c'est une hypothèque qu'on peut repousser au calendrier grec. Et alors, Tomaschitz disait, et ça c'est important pour votre propos, il disait oui, d'accord, il a vu en Égypte qu'il y a des persécutions contre les Coptes, qu'il y a une querelle maintenant entre Coptes et en fait les frères musulmans qui tentent de récupérer la révolution entre guillemets, la révolution égyptienne de ces derniers mois. Donc il y a un conflit qui est en train de se bétonner entre les sunnites et les frères musulmans et les Coptes, mais aussi les chiites. Il y a quelques chiites, ils sont peut-être pas nombreux en Égypte, mais leurs sanctuaires ont été incendiés. Oui, donc il y a là récemment à Bahreïn également aussi. Le schisme était impliqué. En fait, que les conflits entre chiites et sunnites étaient aussi instrumentalisés quelque part. Ils ont été instrumentalisés. Donc c'est vrai que là, une islamophobie ou une islamophilie absolue qui ne fait absolument pas sans nuance, la distinction, ne fait pas la nuance. Il faut étudier tout ça. En France, la géopolitique du chiisme de François Thual, et par exemple un excellent ouvrage d'introduction à ces problématiques. Très bien, Robert. Écoutez, il nous reste plus que quelques minutes. Alors, brièvement, pour clore un petit peu ce passionnant entretien, quel serait un petit peu votre sentiment sur justement les accros un petit peu qui ont été mis à l'oligarchie mondiale financière avec l'affaire DSK. Vous avez publié sur votre site un texte du mouvement identitaire démocratique qui montrait qu'il y avait peut-être des intérêts autres derrière l'apparence du spectacle scabreux que nous a offert notre sémillant potentiel candidat à la présidence. C'est-à-dire que tout homme politique européen ou non européen, latino-américain ou arabe, pourrait être piégé de la même façon aux États-Unis. Donc là, je crois que Strauss-Kahn, ce n'est pas parce que c'est Strauss-Kahn ou que c'est DSK. Il faut dépasser l'aspect passionnel. Le côté de fabriquer, évidemment, généralement, ce genre d'incident se clôt par un arrangement à l'amiable où la victime est dédommagée correctement. Mais là n'est pas la question. Moi, l'hypothèse qui était dans ce petit communiqué du MID, c'était que pour se profiler dans la course à la présidence en France, DSK a voulu un petit peu bouleverser l'agenda du Fonds monétaire international, du FMI, en disant sauvons la Grèce et le Portugal, du moins pour un certain temps, pour quelques mois,
postposons le déclin inéluctable de ces deux pauvres pays du sud de l'Europe. Comme ça, je pourrais me présenter aux électeurs socialistes en France comme le sauveur de ces pays. Et donc, comme je suis le sauveur de pays, je pourrais devenir le sauveur de la France, qui, malgré tout, est aussi potentiellement dans le collimateur, au même titre que l'Irlande. Potentiellement une situation l'Argentine, voilà. Que l'Irlande, l'Espagne, l'Italie ou la Belgique. Donc ce sont les candidats, ce sont tous les candidats au même sort que la Grèce. Donc, a-t-il voulu se profiler comme le sauveur alors que ça ne correspond pas à l'agenda du FMI, qui lui préférerait voir chuter l'Europe beaucoup plus vite afin d'éviter que les puissances du groupe de Shanghai et du BRIC ou du BRICSA avec l'Afrique du Sud, donc du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, mais aussi de l'Iran, ne commencent à demander leur facture en euros. Il faut que cet euro soit... on ne va pas rédiger des factures sur une monnaie qui n'est pas stable. Bien sûr, ouais. Donc je crois que là, il a voulu dire, ben non, attendons pour que je sois président en France, etc. Mais leur intention est de faire crouler l'euro le plus vite possible. D'accord, mais écoutez, c'est sûr, ça, je crois que c'est une hypothèse qui mérite de ces gens-là qui mérite d'être retenue, c'est tout. Très bien, Robert. Écoutez, nous remercions chaudement nous avoir fait l'honneur d'être présents ce soir donc à notre antenne. Plus que jamais, n'oubliez pas que la lecture, la connaissance, ce sont des munitions nécessaires. Donc, je vous mettrai les liens nécessaires justement dans mes habituelles chroniques. Rappelons l'existence des 2 blogs de Robert Stockers, Eurosynergie qui nous offre donc une vision multilingue et polyglotte donc d'une bonne partie de l'actualité qui nous correspond, ainsi que Vouloir qui reprend une partie des archives uniquement français, une partie des archives disponibles. Voilà, c'est Monsieur PGL pour au nom de l'équipe Méridien Zéro. Bonsoir chers auditeurs et plus que jamais à l'abordage.